ont commémoré, célébré Mauloud. Alors, nous vous souhaitons d'ailleurs une bonne célébration et on espère que tout s'est très bien passé de la nuit d'hier jusqu'au petit matin et qu'Allah vous accompagne, qu'Allah exauce vos vœux parce que ça a été une nuit d'adoration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, on vous souhaite donc une agréable journée également. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin pour le dernier numéro de la semaine de l'aventure. Cette semaine, nous sommes installés au mémorial Thomas Sankara et aujourd'hui, vous aurez les témoignages de quelques visiteurs qui étaient au mémorial quand nous y étions pour la rubrique à la découverte d'eux. Et pour ce matin, vous le savez, c'est férié parce que c'est Mauloud. Donc, les journaux papier ne paraissent pas, mais l'information est toujours au rendez-vous. Et avec donc El Hadj Smaïla Rabo, nous allons décortiquer quelques sujets d'actualité pour vous. Et dans la rubrique invité du jour, nous parlerons de Mauloud avec un imam qui va nous rejoindre sur ce plateau. Ça sera également dans un instant. Et plus tard, on parlera de chronique sécurité routière et puis on va vous donner aussi les rendez-vous du week-end. Voici planté le décor de l'aventure de ce matin qui va vous conduire jusqu'à 9h00 sur Savan TV. Alors, on s'installe bien, on met la ceinture de sécurité parce qu'on décolle. Comme pour ajouter, je dirais, la ceinture de sécurité pour ceux qui sont en voiture, mais également le casque pour ceux qui sont en moto, parce que justement, c'est très important. On se protège avant le décollage. Alors, pour la rubrique à la découverte de, vous le savez, nous sommes installés à la table du mémorial Thomas Sankara et on vous invite à écouter les visiteurs. On a rencontré des expatriés, des nationaux, des étudiants et qui sont venus au mémorial pour notamment se faire raconter l'histoire de ce mémorial-là et surtout l'histoire du père de la Révolution. On les écoute et on revient. Les raisons qui nous ont poussés à visiter ce mémorial, c'était surtout pour nous rappeler un peu et nous mettre encore dans l'ambiance du patriotisme. On est venu ici pour qu'on nous retrace l'histoire de notre héros national, voir un peu tout ce qu'il a fait, ou du moins tout ce qu'il a entamé, ce qui a servi à réveiller notre fibre patriotique. On a constaté tout d'abord que le site il a été très bien fait, il est très bien entretenu. Ensuite, les guides sont très bien formés. Ils nous expliquent vraiment tout dans les détails. On a l'impression vraiment d'y être. C'est très émotionnant et c'est très intéressant. Et vu aussi que le nouveau président Ibrahim Traoré est en train de prendre pour continuer ce que Thomas n'a pas pu terminer, vraiment ça fait plaisir et ça aussi ça donne l'envie de venir au Burkina pour voir ce qui se passe, pour voir comment on peut faire aussi pour aider le pays et réaliser aussi des projets dans notre pays. Être soi-même. Pour combattre et arriver à chercher, à réaliser nos projets malgré les difficultés. Surtout le courage que Thomas Sankara nous a laissé, c'est très important. On voulait suivre son exemple. Voilà pourquoi on est ici, pour apprendre ce que lui il a laissé, la culture qu'il a laissée au Burkina Faso. C'est très important pour nous et pour ma famille surtout. Je suis venu avec mon fils qui a 4 mois, qui s'appelle Thomas, parce qu'il est le petit-fils de Thomas Sankara. Voici la nièce de Thomas Sankara qui est là-bas. Et donc, voilà, c'était normal qu'on vienne le présenter à la famille. Donc, on était dans la famille Sankara ce matin. On a présenté le dernier né. Et donc, il s'appelle Thomas, en hommage à son grand-père. Et donc, on est venu au mémorial pour ça. Et aussi parce qu'évidemment, on est très fan de Thomas Sankara. Évidemment, c'est la famille. J'ai beaucoup parlé aussi avec son arrière-grand-père, donc, qui est toujours là, Dieu merci. Moi je suis évidemment très fan, je suis très admiratif et bien sûr on espère que les choses vont se réaliser telles que Thomas les avait imaginées à l'époque, parce qu'il était très en avance sur son temps et on continue de le voir régulièrement. Là on parle de reforestation par exemple, c'est quelque chose que Thomas Sankara déjà avait mis en place à l'époque
Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte de l'importance de la chose. Donc ils étaient très en avance sur la condition de la femme, sur beaucoup de choses. Donc c'est très impressionnant de voir comment l'histoire rattrape la vision de Thomas Sankara. Nous sommes venus pour visiter le mémorial parce qu'on a eu à entendre parler de Thomas Sankara, mais on ne l'a pas connu en profondeur. Donc on est venu approfondir nos connaissances à travers la visite. On a eu à voir les membres qui l'ont accompagné durant ces conférences, tout et tout, leur histoire et comment s'est déroulé. Nous recevons ce matin Elhadj Smaïla Rabo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui on revient sur des sujets d'actualité. Oui. Et vous le savez, comme c'est férié, oui. Pour Mawlud, il n'y a pas de journaux papier. Oui. Et justement Mawlud qui a été célébré de la nuit d'hier à aujourd'hui. Tout à fait, c'est une fête musulmane qui complète les jours fériés à l'occasion des fêtes musulmanes, en dehors de la fête de l'Aïd el-Fitr, qui consacre la fin du mois de Ramadan, et en dehors de l'Aïd el-Kébir ou l'Aïd el-Azha, qui consacre la plus grande fête musulmane, celle du sacrifice, la tradition d'Abraham, reprise par le prophète Mohammed. C'est le Mouloud qui est la fête musulmane qui donne lieu à un jour férié, comme aujourd'hui, 5 septembre. C'est une fête qui célèbre la naissance de Mohammed dans la péninsule arabique. Mohammed, qui à l'âge de 40 ans a reçu le message de Dieu via l'ange Gabriel, de transmettre le message qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est son envoyé. Et à partir de ce moment-là, ça a transformé la péninsule arabique et puis ensuite le monde, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, l'islam est partout et les implications de l'islam sont aujourd'hui dans le quotidien de tout le monde. C'est ça que les fidèles musulmans célèbrent. Ils le font à travers une veillée où on fait des prêches. Et c'est des prêches surtout centrés sur le bon exemple qu'a été le prophète Mohammed, parce qu'il a été un bon exemple sur tous les plans. La preuve de sa prophétie, si on ne veut pas être long, se trouve déjà dans ce qu'il était quand il n'était pas encore prophète, quand il n'avait pas encore eu le message divin. Et on l'appelait à la Mecque, chez eux, alors qu'il n'y avait pas encore l'islam. Ils étaient polythéistes. On l'appelait le digne de confiance. C'était le jeune chez qui tu pouvais aller garder ton argent, ton or, ton bien, et puis repartir, le reprendre comme tu lui as confié ça. On l'appelait le digne de confiance. Donc c'est la preuve qu'avant même de devenir ou d'avoir le message de la prophétie, il était déjà un modèle. Et donc Mouloud permet de rappeler ce bon modèle-là, parce que c'est cet enseignement-là que Mohammed a envoyé, et c'est ça qu'il demande à chacun de nous d'être. Et il a dit une fois qu'il y a deux djihad, parce qu'à leur temps, il fallait transmettre le message de Dieu, et quand vous étiez attaqué, il fallait vous défendre. Et c'est ça qu'on appelait djihad. C'est pas ce que les gens font aujourd'hui, ça c'est du n'importe quoi. Et puis, il a dit, il y a ce djihad-là, qui consiste, quand des gens veulent vous agresser, de vous défendre, parce que djihad, ça c'est à la surprise générale de ses compagnons. Ils disent, mais ce que nous on fait, et puis ça peut nous donner, ça peut nous coûter la vie, là. Vous dites que ça c'est le petit djihad, le grand c'est lequel? Il dit que le grand djihad, c'est le djihad qui consiste à faire violence sur toi-même pour ne pas commettre des interdits. Quand Dieu dit que quelque chose est interdit, tu fais violence sur toi alors que ça t'aurait fait plaisir de faire ça. Tu refuses de faire ça, tu fais violence sur toi-même pour être correct, pour être honnête, pour être un modèle de société, pour être au service des autres. C'est ça le grand djihad. Parce que ça c'est plus difficile à gérer au regard des passions et des plaisirs humains que d'aller se battre. Donc c'est ce modèle-là qu'on enseigne à travers les prêches, mais il n'y a pas que les prêches, il y a des invocations. C'est l'occasion de demander à Dieu de nous accorder la sécurité, la paix, le bonheur, de nous aider à vivre heureux ensemble, de renforcer notre vivre ensemble, notre solidarité, notre générosité, notre service pour les personnes déshéritées, vulnérables, pauvres, etc. Et puis, c'est l'occasion aussi pour les différentes communautés qui font le Mouloud, parce que ce ne sont pas toutes les communautés du monde musulman qui font le Mouloud. C'est l'occasion pour les communautés qui font le Mouloud de se rassembler, de se retrouver
Parce que pour certaines communautés, par exemple, les gens viennent d'ailleurs, de très loin, d'autres pays. Voilà. Et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, que ce soit à la place de la Nation, à l'Institut El-Ilmi, à Amdallah Chechek, à Bouaka, Dr Abouaka Doukouré, que ce soit au CEFI à UMB, le Mouloud a été marqué, pour ne citer que ces exemples de Ouagadougou. D'accord. Alors, deuxième sujet, donc dorénavant, les conseils des ministres, c'est chaque jeudi. Oui, c'est ce que le Conseil des ministres a décidé. Entre autres décisions, ce sera plus le mercredi, le traditionnel Conseil des ministres, ça va être maintenant le jeudi. C'est ce que le porte-parole du gouvernement, Pierre-Rwandé Gilbert Ouedraogo, a dit à la fin de la traditionnelle rencontre du gouvernement présidée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a eu aussi des décisions, pas des moindres. Vous savez, depuis fin 2023, la Constitution a consacré l'existence désormais dans notre environnement judiciaire des tribunaux coutumiers traditionnels, voilà, qui vont se fonder sur nos réalités sociales, ça c'est pour aujourd'hui, mais aussi nos traditions coutumières. Comment nos grands-parents, nos arrière-grands-parents géraient les conflits dans la société, dans le village, dans le quartier. Ça se faisait puisqu'on n'avait pas encore de contact avec le colonisateur. Mais on vivait paisiblement. Ça veut dire qu'il y avait des mécanismes traditionnels institutionnalisés qui permettaient de régler les différends. Voilà, que ce soit une affaire dans un couple, que ce soit une affaire foncière, que ce soit... Voilà. C'est un peu un partage des compétences judiciaires du Burkina. Et ce n'est pas la première fois. J'ai déjà dit sur votre plateau que avant que le capitaine Ibrahim Traoré ne demande à la chefferie traditionnelle et coutumière de commencer à réfléchir à ça, on avait déjà un partage de compétences judiciaires à travers deux exemples que je vais donner, à travers les tribunaux départementaux. Quand les animaux, par exemple, d'un éleveur dévastent le champ d'un agriculteur, ça suscite souvent des conflits agriculteurs-éleveurs. C'est comme ça qu'on appelle ça. Si les dégâts là ne dépassent pas 100 000 francs après constat, généralement c'est les eaux et forêts qui font les constats, si les dommages là ne dépassent pas 100 000 francs, le préfet traite ce litige. Traditionnel, c'est ce que nous on faisait dans notre administration et la justice avait consacré ça. Ça se fait au tribunal. Ça c'est un exemple de partage de compétences judiciaires qui se faisait en dehors de parler de la chefferie traditionnelle et coutumière. Deuxième exemple de partage de compétences judiciaires. Si un enfant naît aujourd'hui et puis 2 mois après vous n'avez pas déclaré sa naissance, on ne peut pas lui faire un acte de naissance comme on en fait pour tous les enfants. On fait un jugement supplétif d'acte de naissance. Et ça se passe devant un tribunal municipal ou départemental. Ça se fait à la mairie avec 2 témoins. Mais ce n'est pas un magistrat, ce ne sont pas des avocats, ce n'est pas des greffiers du tribunal qui viennent. Non, ça se fait à la mairie avec le maire ou les conseillers municipaux. Là, dans le cas d'espèce, on va parler des PDS ou de leurs adjoints, et puis ou ceux à qui ils ont délégué leur pouvoir. Et puis, souvent même, ça se fait sous les arbres. Voilà. Donc, c'est le tribunal. Et ça veut dire que la justice a pris une partie de ses compétences qu'elle a confiées à des gens qui sont habilités pour gérer, pour que la justice même soit désengorgée. Sinon, ça allait faire trop de dossiers en justice et ça allait fatiguer et la justice et les justiciables. Maintenant, on ajoute un autre modèle de partage des compétences judiciaires. On dit, on va mettre, ça c'est hier que le nom est sorti en Conseil des ministres, des Faso Boukaoré. Faso Boukaoré. Ils ont choisi le nom amoré. Voilà, donc c'est le tribunal traditionnel coutumier qui va gérer dans le quartier, dans le village, un certain nombre de conflits ou de différends qui seront limités. Voilà, on va regarder la gravité des différends là et puis les confier au niveau social. Et ça, c'est un gain parce que, vous savez, ce qu'on reproche à la justice moderne et au droit canon qui nous est venu de l'Occident après la colonisation, alors qu'en réalité c'était ce que nous avions inventé depuis l'Antiquité, dans le monde noir, que l'Occident est venu prendre ici. Ce qu'on reproche à cette justice-là, c'est que quand elle tranche, après les deux acteurs-là, les deux protagonistes-là, le plaignant et le prévenu-là, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ils se regardent en chien de faïence. S'ils étaient voisins, bon,
mon enfant ne va plus chez lui, son enfant ne vient plus chez Ça lui. casse quelque chose. Tout à fait. Ça veut dire que socialement, cette justice-là n'est pas si efficace que notre justice traditionnelle. Alors que notre justice traditionnelle est telle que quand le chef tranche, par exemple, dans sa résidence ou au palais, vous vous saluez, vous vous remerciez, vous vous pardonnez. Parfois, vous partagez la cola ou l'eau ensemble. Parce qu'il fait en sorte que on divise la poire en deux, que celui même qui a été victime de la faute là, il reconnaisse que quelque part, lui aussi, il est un humain, il est 9, il ne vaut pas 10, et que ça aurait pu aussi lui arriver. Donc il dit, tu m'as demandé pardon, j'accepte, mais je te dis, ne considère pas que c'est une chose grave. J'oublie à partir d'aujourd'hui, continuons à faire comme avant. Vous voyez, ce qu'on ne fait pas dans la justice moderne. Donc c'est un gain essentiel qu'on va avoir en matière de paix sociale et de vivre ensemble. Maintenant, on va voir dans les détails après, parce que ça, c'est la justice qui va voir avec les autorités quel dossier on va confier à ces Faso Boukoré là, pour que le Burkinabé vive mieux. Et puis, il y a une décision sur la loi de finances rectificative. Vers la fin de l'année, on regarde, est-ce qu'il y a des dépenses qui n'ont pas été faites? Est-ce qu'il y a des recettes qui étaient prévues qui ne sont pas rentrées? Donc, le ministre des Finances, Dr Abouakar Nakanabo, a présenté ça et le Conseil des ministres a adopté. Il a institué aussi des taxes désormais sur les parcelles non mises en valeur. Parfois, les gens vont acquérir des parcelles et puis ils déposent. En fait, ils font de la spéculation. Ils attendent le jour où ils ont un besoin, ils vendent cette parcelle-là. Ce n'est pas pour construire et dormir parce qu'ils ont déjà un chez eux. Ils ont un chez eux. Ils déposent ça, ils attendent que ça prenne de la valeur et puis ils vendent. C'est-à-dire au moment où il a acquis la parcelle, c'était à peine 2 millions la valeur. S'il attend 10 ans après, il peut vendre ça à 15 millions, 20 millions. Vous voyez. On va maintenant chaque année instituer. Et chaque année, le montant de la taxe là va augmenter. Chaque fois que vous n'allez pas construire, et puis une année va s'écouler là, vous allez ajouter de l'argent. Donc ça va vous obliger, si vous ne voulez pas dormir là-bas, à vendre ça rapidement. Les gens vont moins spéculer. Il y a aussi le ministère des Affaires étrangères qui a présenté un dossier qui a été adopté, le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré. C'est par rapport à la rationalisation des dépenses dans les ambassades. Voilà, il y a des dépenses qui seront plus prises en charge par l'État, par exemple la scolarité des enfants, voilà, de ceux qui sont affectés en ambassade, ça va changer. Bon, ça va être un coup dur pour les travailleurs des ambassades parce que si l'État prenait en charge la scolarité représente beaucoup dans le budget familial. Bon, donc s'il doit prendre ça en charge, bon, mais on imagine que les calculs ont été faits et que c'est supportable pour eux, ils auront toujours les moyens de scolariser les enfants parce qu'on ne peut pas s'amuser avec la scolarité des enfants. C'est un autre point que j'ai retenu pour le Conseil des ministres. Merci bien. Alors, Maître Paul qui est cité dans une affaire. Oui, à Zano, c'est vers chez lui, hein, c'est dans les Nakabé. Vous savez qu'il est de la zone de Tinkodogom. Et il paraît que, d'après ce que ce n'est plus à l'étape de rumeurs, c'est un communiqué du procureur du général près la cour d'appel de Fadam Gourma, dont relève Tinkodogo. C'est la cour d'appel de Fadam Gourma qui gère Tinkodogo. Parce que les cours d'appel, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et le procureur général près la cour d'appel de Fadam Gourma a informer le bâtonnier, parce que c'est un avocat, donc la procédure est particulière. Il faut informer le bâtonnier, il faut qu'il soit informé et il faut qu'il soit tenu acteur de la procédure. Donc, il a informé le bâtonnier et il a engagé une procédure judiciaire contre Maître Paul Kéré parce que il a eu une altercation avec 2 personnes dans la zone de son village et puis il a sorti son arme. Il s'en est suivi une altercation, violence et blessure d'une des 2 personnes, évacuées et traitées au centre hospitalier universitaire régional de Tinkodogo. Donc la procédure judiciaire est engagée, on attendra que Maître Paul Kéré réponde de ce qu'il a fait. Bon, parce que quand vous portez une arme à feu, ce n'est pas pour vous comporter... voilà, c'est ça, c'est pour vous défendre. Bon, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. On ne sait pas exactement tous les contours, donc on attendra de voir. Les étalons jouent à Djibouti ce soir. Oui, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, on attend que les 26 appelés de Brahma Traoré, du coach Brahma Traoré, nous montrent une belle prestation qui va nous permettre d'avancer en attendant le match du 9 contre l'Égypte. Ça, c'est au stade du 4 août. Très attendu. Ça va être très attendu parce que ça va être dans le nouveau stade inauguré et on leur souhaite vraiment bonne chance. Merci bien, Elhadj. On va maintenant sillonner quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps.
Nous recevons pour vous ce matin Imam Nouhoun Bakayoko. Il est imam au Serfi. Entendez par là, cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Imam également à l'AMB, c'est bien de préciser. Et ensemble, on parle de Mawloud ou la naissance du prophète Mohammed. Bonjour à vous, Imam. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être sur notre plateau. Avant de parler de Mawloud, je voudrais bien vous entendre sur quelques points en ce qui concerne le nouveau code des personnes et de la famille, quelques dispositions. Alors, il y a une disposition déjà qui légalise désormais les mariages religieux et coutumiers. Quel est votre avis sur ce point? Merci beaucoup, madame. Merci vraiment à Savane FM pour cette opportunité à nous offerte pour échanger sur des questions qui concernent notre société. Effectivement, parlant du nouveau code des personnes et de la famille, et cette disposition particulièrement en ce qui concerne, j'allais dire, c'est simplement une reconnaissance d'un fait qui est là, avec lequel nous vivons, le mariage religieux, le mariage coutumier. Alors, c'est des faits de nos sociétés. Je pense que ça n'a fait que reconnaître un fait, et ce qui est normal de mon point de vue, parce que normalement, la loi doit être en phase avec les réalités des communautés et des sociétés. Donc, reconnaître ces mariages-là, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ce que l'on souhaite, c'est qu'effectivement, toutes les dispositions qui accompagnent, de sorte que, effectivement, ces mariages-là soient enregistrés comme il se doit, si tel est l'esprit, puisse se faire. Puisque déjà, en ce qui concerne, par exemple, les religieux, notamment les musulmans, il y a beaucoup de mosquées, beaucoup d'organisations musulmanes qui ont déjà des registres dans lesquels qui font signer notamment les mariés. Justement, les mariés, c'est-à-dire il y a des attestations. Par exemple, nous, au niveau du Serfi et de l'AMB, on a des attestations de mariage. Mais les gens l'ont, et pour des questions administratives, ils n'arrivent pas à faire valoriser cela. Et là, pour nous, c'était une limite. Aujourd'hui, avec cette reconnaissance, nous pensons que ça permet à ces personnes-là, effectivement, de jouir des droits que cela leur donnerait naturellement si tel est l'esprit de la loi qui a été ainsi voté. Autre point du nouveau code de la famille et des personnes de la famille, c'est le fait que les députés lundi dernier ont adopté ce code qui réprime désormais l'homosexualité. Oui, je pense que là aussi, encore une fois de plus, c'est être en phase avec les réalités de nos sociétés. Nos sociétés rejettent, et c'est reconnu comme ça, refutent cette pratique-là et rendre ça, c'est-à-dire que prendre des lois qui encadrent ça dans le sens effectivement de l'interdire. Je pense que c'était être en phase avec les aspirations donc, de nos communautés. Donc à mon avis, c'est véritablement une chose qui permet aux communautés de se retrouver dans les lois qui sont prises. Dans tous les cas, en ce qui concerne l'islam, l'homosexualité est considérée comme une maladie, une déviance. Voilà, une déviance que, effectivement, si des personnes se retrouvaient là, on peut les accompagner pour les faire sortir de là. Une maladie, ça peut arriver qu'un être humain ait un défaut, ait une insuffisance, tout cela. Et la religion, elle est faite de ces dispositions aussi qui accompagnent la personne de pouvoir sortir de cette pratique-là pour pouvoir retrouver la pratique qui est ainsi recommandée aux êtres humains en tant que fils d'Adam. Parlons maintenant de Mawloud. Comment vous avez vécu la nuit d'hier au petit matin aujourd'hui? Alors, Dieu merci, nous sommes effectivement toujours dans cette dynamique du Mawloud qui est effectivement la commémoration de l'avènement du prophète de l'islam. Qui l'avènement, Dieu nous l'annonce comme une miséricorde. Quand il dit Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Donc il dit ce prophète-là, nous ne l'avons envoyé que pour être une miséricorde pour les mondes. Et donc se réjouir d'une miséricorde que Dieu fait à nous en tant qu'être humain, c'est vraiment être en phase aussi avec ce que le Seigneur a bien voulu nous accorder. Et effectivement, nous nous sommes retrouvés vraiment en communauté. Et nous avons effectivement fait des prêches, des rappels, parce que c'est ça aussi l'opportunité que ça donne de se remémorer de ce qu'a été cet homme-là, qui est envoyé
comme un exemple. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, dit le Coran. Dieu dit que très certainement il y a en ce prophète-là, Muhammad, un exemple identificatoire. Donc pour celui-là qui espère en Dieu et au jour dernier et qui invoque abondamment son Seigneur. Donc ça nous donne l'opportunité de revisiter la vie de cet homme-là et de savoir les valeurs, les valeurs et les principes de vie qu'il a effectivement incarnés et de pouvoir nous en inspirer pour aller plus loin. Nous particulièrement, nous avons parlé de l'importance du travail en islam. Quand on sait aujourd'hui la dynamique, par exemple, qui est la nôtre dans ce pays, la volonté des autorités de refonder donc l'État et d'améliorer, sinon de renforcer la gouvernance vers une gouvernance vertueuse, une bonne gouvernance, ça demande certainement un travail acharné à tous les niveaux. Et donc nous avons rappelé ces dispositions que le Coran nous donne et que la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne pour être effectivement des citoyens, non seulement croyants, effectivement, fermement, mais suffisamment engagés dans le travail professionnellement, dans le travail vraiment bien fait et dans ce qui est contraire, effectivement, à l'oisiveté que l'on sent par moment dans certaines zones donc, de nos pays. Mais c'est quoi le sens de Mawlud? Alors, le Mawlud, effectivement, c'est une fête de commémoration, comme je l'ai dit, de l'avènement donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est de la dimension de l'amour que l'on manifeste pour ce prophète-là. Et de la reconnaissance que l'on manifeste également pour Dieu qui a bien voulu nous accorder ce prophète-là ou nous inscrit parmi les fidèles de ce prophète-là quand on sait qu'effectivement il est d'abord une miséricorde pour nous, deuxièmement il est un exemple pour nous et quand on sait qu'on doit l'aimer et le vénérer. Donc, on va découvrir tout cela à l'occasion du mois de Ramadan, à l'occasion de la fête de Mawlud, pour pouvoir effectivement nous diriger en fonction de ces principes-là que peut-être des fois on peut avoir tendance à oublier et que l'on peut peut-être ne pas suffisamment éprouver pour pouvoir donner de la qualité à notre vie sur terre. Donc, c'est véritablement une fête d'amour. D'accord, et des remerciements pour Allah de nous avoir accordé ces messages-là. Ça veut dire que c'est une fête importante également en islam. Bien entendu, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas n'importe qui, d'abord pour l'humanité. Parce que ceux qui ont étudié véritablement en profondeur la vie de cet homme-là, sans parti pris, c'est-à-dire avec objectivité, sont arrivés à les classer parmi les meilleurs du monde. On se rappelle de ce classement de ce scientifique qui a essayé de classer les 100 hommes qui ont réellement marqué l'humanité et finalement il a classé le prophète de l'islam en tête. Ce n'est pas de la démagogie, mais ce n'est même pas un musulman qui l'a fait. Deuxièmement, on se rappelle que dans la spiritualité musulmane, il fait partie donc des 5 grands prophètes. C'est que l'humanité connaît 313 prophètes et que les 5 les plus grands que la spiritualité religieuse a retenu, il y a donc Noé, Nuh alayhi salam, il y a Abraham, il y a Moïse, Moussa, il y a Jésus, Isa alayhi salam, et il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les 5 plus grands donc, messagers que l'humanité ait connus. Donc, c'est-à-dire marquer un arrêt pour manifester sa joie pour ce prophète-là, en réalité, ce n'est pas superflu. Et quelles sont les implications pour le fidèle musulman lors de la célébration de Mawlud? Alors, de l'avènement qu'il a fait de lui à la surface de la terre, jeûnait les lundis pour remercier Dieu. Les lundis, chaque lundi, il le faisait. Et quand on lui a demandé, il dit que par reconnaissance donc, de sa naissance. D'accord? Manifestation de remerciement. Deuxièmement, il est reconnu également que le prophète de l'islam, il a donné un enseignement que tous les croyants musulmans savent, qui est que Allah dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, que lui, Dieu et ses anges eux-mêmes prient
pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils font des bénédictions pour lui. Il dit Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Et il fait injonction donc aux croyants, ceux qui croient véritablement, de prier pour ce prophète-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est l'implication justement? L'implication, ça vient de là. L'implication, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les explications concernant le salut que l'on lui adresse, et dit jamais donc un croyant n'a formulé une prière pour lui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans que Dieu et ses anges ne formulent la même prière pour lui. Et c'est pas tout. C'est que dans les détails, on dit si le croyant il fait une fois le salut donc sur lui, c'est-à-dire il demande à Dieu de le bénir une fois, Dieu et ses anges donc demandent de le bénir, lui, l'individu qui a demandé cette bénédiction-là, à lui 10 fois. 10 fois. Ah oui. S'il a fait 10 fois, Dieu et ses anges lui en font 100 fois. S'il en fait 100 fois, les anges, Dieu et ses anges lui en font 1000 fois. Donc, c'est dire que c'est un moment, effectivement, qui est bénéfique, hein, lorsque on vénère le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on prie pour lui, alors c'est pour nous-mêmes d'abord, en fait, que nous prions parce que en retour, Dieu et ses anges en font pour nous. Au niveau du CERFI, vous avez commémoré Mawlud? Alors, le CERFI n'a pas un cercle spécifique de commémoration du Mawlud. Mais le CERFI accompagne, en fait, les communautés traditionnellement qui célèbrent ça. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que toutes les associations ne commémorent pas ça. C'est vrai. Voilà. Et toutes les tendances de l'islam ne commémorent pas ça. Voilà. Donc, ceux qui le font, les CERFI les accompagnent en tant que structure, effectivement, de cadres d'intellectuels musulmans. Les CERFI répondent donc aux différentes sollicitations et invitations des différentes communautés qui organisent cette fête-là. Et pourquoi, au sein de la communauté musulmane, il n'y a pas l'unanimité concernant Mawlud? Oui, ceci est du fait que certains pensent que du fait que ça n'a pas été institué du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, de fêter comme ça, comme on le fait, ils estiment que c'est une innovation. Ils estiment que c'est une innovation pour eux, du fait que lui-même il n'a pas fait. Mais ceux qui le font disent, mais en réalité, il a fait mieux que ça d'ailleurs, puisqu'il jeûnait chaque lundi. Et il a donné comme la voix. Et puis, l'humilité qui était la sienne, ce n'était pas de l'ordre de quelqu'un qui va dire j'appelle les gens à commémorer mon anniversaire. Mais aujourd'hui, on commémore, disons, soit l'anniversaire ou l'avènement de certains grands hommes parmi les humains et qui pratiquement prennent une dimension même mondiale. Vous prendrez Nelson Mandela, vous prendrez Desmond Tutu. Oui, il y a ces icônes comme ça dans le monde aujourd'hui où effectivement d'abord leur avènement, effectivement, leur mort est un moment d'arrêt pour les gens. Pas pour faire une comparaison, mais en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la dimension qu'il représente donc pour les musulmans, en tout cas, une bonne partie des croyants musulmans estiment qu'effectivement, il faut marquer un arrêt. Et je suis d'accord avec vous, naturellement, que, comme je l'ai bien dit d'ailleurs, que toutes les communautés musulmanes ne le font pas. C'est des questions de lecture. Des questions de lecture. Ouais, des questions de lecture. Et d'interprétation. Et d'interprétation des textes. Alors, Imam Bagayoko, on sait que hier, c'était vraiment des prêches aussi. Qui dit Mawlud, part d'organisation de prêches, d'invocation, exhortation et rappel sur la vie du prophète et de sa tradition. Donc, des activités qui ont eu lieu hier également. Comment vous voyez tout ça? Oui, tout ça pour, encore une fois de plus, nous permettre de nous ressourcer dans les bonnes manières, dans les bonnes pratiques, à travers les valeurs donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incarnées. Je parlais, par exemple, du thème cette année que nous avons choisi, en fait, que nous avons, auquel nous avons contribué, pour ce qui concerne donc l'importance du travail en islam. Aujourd'hui, quand on regarde certaines personnes, c'est comme si le travail était non seulement une corvée, mais en réalité, avec l'éducation peut-être moderne que nous avons, comme le dirait l'autre, quand quelqu'un a juste un permis, tant qu'il n'a pas un véhicule correspondant au permis qu'il a fait, il dit qu'il est en train de chercher toujours du travail, donc il ne fait rien d'autre. Alors qu'on sait que le travail n'est pas simplement un gagne-pain en réalité. Au-delà du gagne-pain, le travail est comme une adoration. Parce que ça valorise l'être humain. Et tous les prophètes ont travaillé.
ils ont tous travaillé. D'accord? On dit, par exemple, le prophète Nuh était charpentier. Voilà pourquoi il a fait l'arche facilement. Hein? Le prophète David était un forgeron. Hein? Le prophète Adam alayhi salam lui-même était cultivateur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était d'abord berger et puis après agent de commerce. Hein? Vous voyez tout cela pour nous montrer qu'en réalité, parce qu'il y a une parole fondamentale du prophète de l'islam qui dit: l'homme n'a jamais mangé une nourriture mieux que la nourriture qu'il a acquise à partir du fruit de son labeur. Et il rappelle que le prophète David mangeait du fruit de sa labeur parce qu'il était forgeron, comme nous l'avons dit. Après, il va dire, mais il est mieux pour l'un d'entre vous de prendre une hache, aller en brousse, couper du bois pour venir vendre et trouver sa pitance que de tendre la main. Parce que chaque fois que l'être humain tend la main, en réalité, il se dévalorise. Parce que c'est comme s'il se dégarnissait, en fait, le visage. Il enlevait la chair de son visage au point qu'il apparaisse au jour de la résurrection squelettique. Voyez. Donc, il y a tellement d'éléments qui montrent ça. Et dit la main qui donne est supérieure à la main qui prend. Donc, toujours pour montrer qu'en réalité, il faut qu'on travaille. Et la situation dans laquelle on est aujourd'hui dans ce pays-là, il est nécessaire qu'effectivement on s'engage tous dans un travail acharné et mieux se donner la main pour mieux avancer ensemble, parce que la question fondamentale aussi, au-delà de la guerre là, c'est une question également de développement. Tant qu'on est dans un sous-développement où des gens cherchent le minimum, ils pourront être effectivement tentés par le minimum de propositions qui leur seraient faites pour finalement être contre leurs propres frères. Que Dieu nous en préserve. Amen. Imam, pour terminer, quel est votre message à l'endroit du Mawlud? Alors, à l'occasion du Mawlud, oui, à l'occasion du Mawlud, vraiment, comme je dis, c'est un instant parce qu'on est toujours dans la dynamique de la nuit d'hier à aujourd'hui. On est également vendredi. Il y a des communautés qui continuent à célébrer ce Mawlud-là. Et des jours à venir, vous allez voir des gens qui continueront à le faire. Pourquoi? Parce que c'est d'abord une fête d'amour. Donc, pendant qu'on est en connexion dans cet amour pour le prophète de l'islam, et comme nous l'avons dit, celui qui sait que le fait de prier pour le prophète c'est comme une ouverture, pour que les invocations soient exaucées. La première recommandation, c'est de demander vraiment à tous les croyants de marquer un instant de prière pour notre pays, pour nos forces de défense et de sécurité, pour nos VDP, pour toutes ces personnes qui sont engagées pour le bien de ces pays-là, afin qu'on puisse sortir de là où on est. Et naturellement que chacun, en ce qui le concerne, de ce qu'il fait, on mène du nôtre pour pouvoir sortir de là où nous sommes, pour aller vers un lendemain meilleur, parce que en réalité, nul n'a besoin qu'on reste là où on est, c'est-à-dire dans une situation de guerre, dans une situation où des gens sont déplacés, ils sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Ça ne donne pas du tout, en fait, une réjouissance quelconque, mais c'est plutôt toujours, en fait, de la peine que de voir cette situation. Que Dieu nous sorte de là et nous permette effectivement de mieux vivre ensemble dans l'harmonie et la paix, la sécurité, la sérénité dans ce pays-là. Amen. Merci beaucoup, Imam, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Merci. Je rappelle que Imam Nuhun Bakayoko est donc imam au niveau du CRFI et de l'AMB. Donc, nous parlions de Mawlud et de son sens. Alors, on va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Nous poursuivons l'émission du jour et cette fois-ci, nous recevons l'Observatoire burkinabé des médias qui a d'ailleurs organisé une conférence de presse pour présenter le rapport d'observation donc, de l'année 2024. On en parlera. Et nous sommes avec M. Arsène Évariste Kaboré, secrétaire général de l'Observatoire burkinabé des médias OBM. Bonjour à vous, M. Kaboré. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau pour justement parler aux journalistes, aux chefs de rédaction et surtout aussi au public, parce que nous allons revenir sur votre rapport d'observation de 2024 présenté donc le vendredi dernier. Déjà, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce rapport? Bien, il faut dire que ce rapport fait en gros un résumé et il n'est pas exhaustif. Nous avons pu sélectionner un certain nombre de médias sur lesquels nos observateurs internes et le comité d'éthique et de déontologie ont travaillé
à repérer effectivement ce qui va dans les médias et ce qui ne va pas. Bon, ce rapport qui statue un peu sur ce qui ne va surtout pas pour aider en fait la presse en général à évoluer positivement dans le temps, parce que effectivement parce que actuellement il y a beaucoup de petites choses qui font que la presse a un peu de difficultés. Et c'est pour juguler ces difficultés-là que l'Observatoire burkinabé des médias a initié ce travail afin d'aider tout un chacun à évoluer. Monsieur Kaboulé, vous avez parlé de faiblesses structurelles. Est-ce qu'on peut comprendre de quoi il s'agit exactement? Oui, et les faiblesses structurelles ici, il faut comprendre ça par faiblesse au niveau de comment est-ce que nos structures travaillent aujourd'hui. Le fait que l'organisation du travail n'est plus tellement comme il est, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a eu une diversification depuis un certain nombre d'années. Il y a beaucoup de presse, il y a beaucoup aussi qui rentrent dans le métier et qui se forment sur le tas. Donc, quelque part, il peut y avoir dysfonctionnement. Donc, ce que l'OBM recherche, c'est effectivement revenir dans les normes, faire en sorte que la presse puisse s'épanouir avec des hommes et des femmes de médias capables de donner l'information juste et bonne à temps aux téléspectateurs, aux lecteurs et aux auditeurs. Et les insuffisances que vous avez relevées concernent souvent aussi les productions journalistiques. C'est quoi exactement? Est-ce que ce sont des fautes dans la production, la qualité? Expliquez-nous. Bien, je peux résumer ça rapidement en disant que, en fait, la faiblesse dans les productions, c'est surtout la diversification et la diversification des invités. Si vous avez vous organisez un débat, un plateau débat, par exemple. Un plateau débat, vous invitez 4 personnes, 4 experts, selon généralement ce qu'on dit. Les 4 experts arrivent sur le plateau et dès que vous posez la première question, le premier invité répond, le second dit comme l'a dit le premier, voilà, vous donnez la parole au troisième qui dit comme les 2 précédents l'ont dit. Bon, finalement, où se trouve le débat? Il n'y a plus de débat. Tout le monde est sur les mêmes longueurs d'onde. En ce moment, il n'y a plus de débat. Donc, ce n'est plus une émission de débat. Vous avez invité des gens qui viennent parler de la même chose. Et en ce moment, ça devient un peu lassant comme émission. Vous n'avez pas invité des gens qui ont des points de vue différents, qui défendent des points de vue, qui donnent à réfléchir aux téléspectateurs, qui donnent à réfléchir aux auditeurs. Donc c'est un mauvais casting que le présentateur a fait? Oui, ça peut être un mauvais casting. Il faut d'abord, avant d'inviter quelqu'un, l'écouter. Il y a des pré-entretiens qu'il faut faire. Et à l'issue du pré-entretien, on décide de retenir ou de ne pas retenir X ou Y. Mais si vous retenez, sans faire un pré-entretien, 4 invités qui sont partants pour la même voie, je pense que vous passez à côté de votre émission débat. Maintenant, la qualité des productions, articles de presse, reportages, audiovisuels et autres, comment vous jugez le contenu? Le contenu, bien, en réalité, le problème principal se pose au niveau des fautes.
les fautes, on les trouve un peu partout. Est-ce une histoire d'empressement pour produire? Est-ce un refus de partager ces papiers avec les confrères? Je pense que nous devons faire attention. J'ai souvent dit que une faute peut vous amener à traîner, en tout cas, un boulet pendant des mois, sinon même des années. Parce que vous allez dire que dans votre émission, vous allez trouver un table. Si vous dites un table, pour vous, c'est une faute d'inattention peut-être. Mais celui qui vous écoute a entendu un table. Et il va discuter immédiatement avec son voisin. Mais tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit un table au lieu d'une table. Est-ce que, pendant qu'ils discutent, ils n'ont plus suivi le reste de ton émission? Et prochainement, quand vous allez réapparaître à l'antenne, cette même personne est avec une autre personne, mais il va dire, mais vous ne la connaissez pas? La dernière fois, c'est elle qui a dit un table plutôt qu'une table, etc. Elle fait des fautes comme ça. Écoutez-la, vous allez voir ce que... Pendant qu'ils discutent, votre émission passe. Parce que ce n'est pas une émission, c'est pas un document écrit, posé, qui peut revenir relire. C'est vrai que nous avons les émissions qui repassent sur YouTube et autres, on peut revenir regarder, mais ici, l'émission est passée, on n'a pas suivi parce qu'on discute des fautes que vous faites à l'antenne. Voilà un peu ce qui est désagréable. Au niveau de la presse écrite aussi, il apparaît des fautes. Il faut donc permettre aux confrères et aux consoeurs de corriger les papiers. J'écris, j'ai 30 ans d'expérience, on s'en fout de cela. Je donne mon papier à un confrère ou à une consoeur qui lit et qui essaie de comprendre. Imaginez, vous êtes à un reportage toute la journée, vous venez, vous écrivez votre papier, vous passez, vous montez votre reportage. Moi, je suis à la maison, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle a raconté? Je n'ai rien compris dans ce qu'elle a raconté. En ce moment, vous avez perdu une journée. Et vous avez perdu des téléspectateurs qui n'ont pas compris ce que vous avez raconté. Mais si vous avez donné votre papier à quelqu'un de moins que vous, niveau terminal ou niveau BPC, qui lit et qui vous dit, ah, moi, je ne comprends pas tel paragraphe. Ça veut dire quoi? Le papier est entre ses mains, il regarde, il lit et il dit qu'il ne comprend pas. Imaginez celui qui est à la maison, qui n'a rien devant lui et qui écoute seulement. Ça veut dire que c'est mieux de se faire lire, de se faire comprendre déjà avant le montage que de monter n'importe quoi et puis paraître ridicule. Vous avez dit aussi dans la phase échange avec les journalistes, puisque ce rapport, vous l'avez présenté notamment devant les rédacteurs en chef, vous avez dit que les journalistes aussi ne posaient pas suffisamment de questions lors des événements. Pas même qu'ils ne posent pas suffisamment de questions, ils ne posent même pas de questions. Ils ne posent pas de questions. Oui, en général, le travail n'est pas complet quand on envoie un journaliste pour une conférence de presse. Quand on envoie un journaliste pour une conférence de presse, la meilleure façon de le faire, c'est que la rédaction, déjà en conférence de rédaction, on aide la personne qui va aller en conférence de presse là avec des questions. Voilà ce que tu peux poser comme question, entre autres. Sinon, en général, ce qui se passe, c'est qu'on arrive, on écoute. Dans tous les cas, en général, tout se trouve dans la conférence de presse. Mais on sort, on tend encore le micro à celui qui a fait la conférence de presse. Et on attend que le journaliste de la RTB Télé pose la question, tout le monde récolte et puis on dit merci et puis on s'en va.
Vous pensez que les autres ne posent pas... Ils ne posent pas de questions, ce n'est pas qu'on ne pense pas, ils ne posent pas de questions. C'est la vérité très souvent. Très souvent. Ça arrive que d'autres posent des questions, mais très souvent, on voit qu'ils ne posent pas de questions. Ce qui est bien, c'est qu'après ces insuffisances relevées par l'OBM, vous avez fait des recommandations adressées à plusieurs acteurs d'ailleurs. Est-ce qu'on peut revenir sur ces recommandations? Oui, on a fait plusieurs recommandations, on a fait des suggestions, on a même aussi en fait félicité la presse aussi, parce qu'il faut dire qu'il y a ce qui ne va pas, mais il y a aussi que le travail continue de se faire et des fois il y a du bon boulot. Et il ne faut pas stigmatiser la presse en disant tout est mauvais. Non, tout n'est pas mauvais. On veut effectivement faire en sorte que ce qui n'est pas bien, on le corrige. Et le travail de l'OBM aujourd'hui, c'est quoi? C'est de faire en sorte qu'aucun média ne tombe, ne se ferme. Malgré les difficultés financières, ce qui est une réalité aujourd'hui. Malgré tout, l'OBM travaille à ce que rien de grave n'arrive aux médias et surtout que les médias n'arrivent pas au CSC. Parce que l'OBM ne veut pas de sanctions contre les médias. Ce que l'OBM souhaite, c'est que les médias travaillent dans la discipline, dans l'éthique et de la déontologie, de sorte à ce que rien n'arrive tout au long de l'année. Si on boucle une année telle que 2025 actuellement, où on n'a pas encore emprisonné un journaliste, comme ça, on n'a pas encore fermé un média totalement, ça c'est de bons points pour l'OBM. Maintenant, l'OBM suggère que effectivement au niveau des fautes, les rédacteurs en chef soient regardants, les chefs d'édition soient regardants par rapport aux papiers qui sont diffusés. On n'a pas dit que sur l'ensemble de l'année, il peut ne pas y avoir une faute. Ça peut arriver. Mais que ce soit récurrent, c'est ça qui n'est pas bon. Donc si le rédacteur en chef, le chef d'édition est regardant, on peut éviter effectivement des fautes qui vont mettre en difficulté la chaîne. Maintenant, par rapport aux difficultés financières, il faut reconnaître que l'OBM travaille, c'est parce qu'on ne dit pas tout comme ça, mais l'OBM approche aussi les autorités pour voir dans quelle mesure on peut alléger les difficultés de la presse de façon à ce qu'on ne tue pas la presse. La presse est très importante pour la survie d'un État. Donc notre travail aussi, c'est de voir quelles sont les presses qui sont en difficulté, pourquoi ces presses sont en difficulté et demander aux autorités qu'est-ce que vous pouvez faire pour alléger ces difficultés. Nous savons que ce n'est pas facile pour l'État, mais nous souhaitons que les choses se passent de sorte que les médias restent et aident encore une fois de plus l'État à progresser aussi. Merci beaucoup, M. Kaboré. Notre temps imparti est terminé. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Restez avec nous. Je rappelle que M. Arsène Évariste Kaboré est le secrétaire général de l'Observatoire burkinabé des médias. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et juste après, on parle sécurité routière. Et pour ce matin, nous sommes avec M. Hippolyte Tapsoba de Victoire Auto-École pour la chronique sécurité routière. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Alors, aujourd'hui, on parle des entretiens périodiques des véhicules automobiles. Oui. Donc, on va apprendre à entretenir nos voitures, quoi. C'est ça. Pourquoi justement un entretien périodique? Alors, sinon, pour en tout cas que votre véhicule ait une fiabilité, que votre véhicule dure, alors il faut l'entretenir. Bon, donc, il y a deux types d'entretiens. Il y a les entretiens journaliers et il y a les entretiens
périodique. Bon, journalier, c'est ce qu'on doit voir chaque jour presque sur le véhicule. Et périodique, c'est ce qui doit se faire de temps en temps sur le véhicule. Voilà. Alors, donc, avec ces entretiens-là, vous augmentez la longévité de votre véhicule. Ok. Maintenant, quand vous parlez d'entretien périodique, ça doit se faire à l'espace de... Oui, c'est exact. Les entretiens périodiques doivent se faire, en plus des entretiens journaliers, les entretiens périodiques doivent se faire tous les 5000 km, que ce soit diesel ou essence. C'est tous les 5000 km. Bon, maintenant, selon les huiles, parce que quand vous arrivez dans des stations, il y a des stations qui vous proposent 7000 ou même 10 000 km à la place de 5000, selon la qualité de l'huile qu'on va vous vendre. Voilà. Donc avant qu'on commence avec les éléments donc, de l'entretien, est-ce pour l'entretien journalier, c'est quoi qu'il faut vérifier, par exemple? Voilà, l'entretien journalier, il faut ouvrir le capot et d'abord voir au sol, c'est-à-dire sous le véhicule, s'il n'y a pas de taches au sol. Et ensuite, ouvrir le capot, voir les différents niveaux. Les huiles, nous avons 4 types d'huiles. L'huile moteur, l'huile de frein, l'huile de direction, l'huile de boîte de vitesse automatique. Donc ces huiles-là, il faut les voir. Mais pour les boîtes manuelles, il n'y a pas de jour pour la boîte. Donc il faut que ce soit le jour de la vidange pour que les mécaniciens puissent voir en même temps. Maintenant, les eaux, il y en a 3. Et il y a l'eau du radiateur, l'eau des essuie-glaces, l'eau des lave-glaces, et enfin, il y a l'eau des batteries. Bon, de nos jours, les batteries sont sans entretien. Bon, on n'a plus besoin d'ouvrir quoi que ce soit pour voir. Maintenant, tout le monde doit savoir que l'autonomie d'une batterie, c'est 1 an. Et les batteries qui sont vendues ici, si vous payez une batterie aujourd'hui, vers la fin de l'année, c'est-à-dire quand vous voyez que ça attire vers les 1 an, il faut s'apprêter à payer une batterie, surtout quand vous avez une boîte automatique. Sinon, le véhicule peut vous laisser en brousse. D'accord. Voilà. Je suppose que ce sont les mêmes éléments qui vont revenir, donc on va aborder le point. Quels sont les différents éléments justement à entretenir? Bon, il y a les huiles moteurs. Et il y a 2 types d'huiles. C'est comme je l'ai dit, c'est mieux toujours de payer les huiles à la station, dans les stations référentielles. Parce qu'il y a des stations qui sont contrôlées par la maison mère. Et ils ont des appareils pour aller à la station, prendre un bidon par exemple, faire des prélèvements et contrôler la qualité. Est-ce que c'est la même huile que nous avons vendue qui se trouve dans cette station-là? Maintenant, bon, je ne sais pas si toutes les stations le font. On ne va pas citer de marque. Non, je ne cite pas de marque. Non, je ne cite pas de marque. Voilà. Donc, c'est pour dire tout simplement que, en tout cas, c'est mieux toujours d'aller vers les stations. C'est pour la qualité de l'huile. Pour la qualité des huiles. Sinon, si vous payez les huiles n'importe comment, ça coûte moins cher, c'est vrai, mais il n'y a pas de qualité, en fait. Voilà. Bon, sinon, il y a aussi l'huile de la boîte de vitesse. Bon, ça, c'est de l'huile 50 ou 90. Donc déjà même les huiles, il y a les huiles synthétiques et il y a les huiles normales qui viennent du pétrole brut. Vous voyez, de nos jours, ils ont tendance à nous vendre des huiles synthétiques. Et si vous dépassez les périodicités d'entretien, les huiles se crament, ça devient comme du goudron et se pose au fond du carter. Et ça abîme les véhicules. Donc, il faut respecter scrupuleusement les temps de vidange. Sinon, vous risquez d'abîmer votre moteur. Alors, sinon, il y a aussi l'huile de pont. L'huile de pont et de boîte de vitesse. Généralement, c'est de l'huile 50 ou 90. Bon, il y a des boîtes qui prennent de l'huile 50, il y a des boîtes qui prennent de l'huile 40, il y a des boîtes qui prennent de l'huile 90. Le pont, c'est 90. Il n'y a pas aller-retour. Là-bas, comme ce sont des gros pions qui sont dedans, il faut donc de l'huile 90. Il y a les bougies d'allumage pour les moteurs à essence et les bougies de préchauffage pour les moteurs diesel. Mais les bougies de préchauffage, on ne les change pas comme ça. C'est les bougies d'allumage qu'il faut remplacer à chaque 4 vidanges moteurs. Mais à chaque vidange, il faut les enlever, nettoyer et contrôler leur état. Ensuite, il y a
éventuellement le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement, c'est pas l'eau du robinet, c'est pas l'eau lave qu'il faut mettre dedans. Plutôt, il faut aller à la station et payer ce liquide-là là-bas. Parce que ce liquide a deux fonctions globales. Et la première, c'est éviter qu'il y ait la boue dans le moteur. Et la deuxième fonction, que ça ne gèle pas. Donc en Europe, eux, ils l'utilisent parce que non seulement ils ne veulent pas que ça se gèle, ça c'est un, et de deux, ils ne veulent pas qu'il y ait de la rouille dans le moteur. Donc il faut aller à la station pour payer cette eau-là. Dehors, ça fait 2000 francs le litre. Mais est-ce que c'est la qualité? 2000 francs les 4 litres. Voilà. Okay. Donc c'est pas... Ça peut ne pas être la qualité. Exactement. Alors nous avons donc l'huile de direction. Ça s'appelle de l'huile ATF. Okay. Voilà, c'est une huile spéciale qui n'a rien à voir avec l'huile du moteur. Et ensuite, il y a l'huile d'embrayage et de frein. Et ça, il faut contrôler chaque fois le niveau. Il faut contrôler le niveau. Et dans le cas où ça manque, il ne suffit pas d'en rajouter. Il faut toujours s'assurer que réellement, il n'y a pas de fuite. Parce que l'huile de frein ne doit pas manquer. Et s'il en manque, soit les garnitures sont usées, ou bien qu'il y a une fuite. Donc, voilà. Et ensuite, il y a les filtres à huile du moteur. Les filtres, il faut les remplacer à chaque 2 vidanges. Ça ne se remplace pas à chaque vidange du moteur. Le filtre à huile. Ensuite, il y a les filtres à air. Les filtres à air, là, il faut, chaque fois que vous prenez une route non bitumée, une route non goudronnée, alors, soit vous croisez quelqu'un qui soulève la poussière, ou bien quelqu'un vous dépasse et il fait la poussière. Et c'est votre moteur qui va consommer cette poussière-là. Alors pour ce faire, il faut, à votre retour, les enlever et faire souffler de manière à enlever la poussière, sinon ça abîme le moteur. Ensuite, donc, il y a le filtre à carburant, c'est-à-dire filtre à essence et puis filtre à gasoil. Et puis même la direction a un filtre qu'il faut remplacer à chaque 2 vidanges moteur. Ensuite, il y a donc le filtre de l'habitacle, c'est-à-dire pour le climatiseur, il y a un filtre côté passager dans le coffre à gants. Okay. Il faut souvent l'enlever et puis nettoyer, sinon le clim ne marchera pas bien. Alors, il y a la permutation des pneus. Les pneus, il faut les permuter à chaque 20 000 km. C'est-à-dire à chaque 4 vidanges moteurs, il faut prendre les pneus arrière, amener à l'avant, les pneus avant à l'arrière, tout en faisant travailler aussi la roue de secours. Enfin, il ne faut pas laisser la roue de secours sans que ça ne soit utilisé. Ouais, parce que sinon, une roue qui ne s'utilise pas s'abîme. Okay. Voilà. Alors, donc, il y a éventuellement le graissage. Vous savez qu'actuellement, il pleut. Il pleut. Et il y a l'eau partout, il y a la boue partout. Donc, quand nous rentrons dans l'eau ou dans la boue, alors ça rentre sous le véhicule et surtout ça rentre dans les articulations du véhicule et ça abîme ces articulations-là. Donc, de temps en temps, à chaque vidange, il faut se rappeler, faire graisser votre véhicule. C'est une obligation. Ensuite, il y a les plaquettes de frein qu'il faut contrôler leur état et les remplacer si nécessaire. Ensuite, vous avez la courroie de distribution. La courroie de distribution qui fait le pilier même du moteur, qui doit être remplacée. Pour certains véhicules, c'est à 20 000 km et à d'autres à 100 000 km. Donc il faut consulter la fiche d'utilisation du véhicule pour connaître les vrais kilométrages à respecter. D'accord. Sinon, bon. Merci beaucoup, voilà. Vraiment, M. Tapsoba. On va devoir s'arrêter ici aujourd'hui. Merci pour ces conseils. On invite les uns et les autres à notamment mieux entretenir leur véhicule. Si vous ne savez pas vérifier, allez-y au garage. On va gérer ça pour vous. C'est ça. Parce que si vous entretenez mal votre véhicule, ça va juste consommer plus du carburant. Et ça va se gâter vite. Merci beaucoup. Merci, on va marquer une petite pause et puis on revient avec Honoré pour terminer l'émission.
Nous sommes de retour sur ce plateau et puis pour finir, nous avons les rendez-vous du week-end chaque vendredi. Recevons Honoré Onadia comme chaque vendredi pour les rendez-vous du week-end. Bonjour Honoré. Bonjour à toi, bonjour à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Bonjour à mon barak, que le bon Dieu exauce nos vœux et nous permet tout un chacun de nous de semer cette graine de l'amour dans le cœur des Burkinabés pour contribuer au retour de la paix, rien que la paix pour notre patrie. Amen. Honoré, nous débutons les rendez-vous du week-end avec le programme cinéma. Tout à fait, au ciné Ner Royal, le film qui vous est proposé depuis le premier, qui continue son bonhomme de chemin jusqu'au 7, et le suivant, Les Mendiants de Ouaga. Voilà, c'est ce film-là qui vous est proposé aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. Alors, pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi, alors sachez que c'est le film Les Mendiants de Ouaga. Ce film a été numéro 1 dans la salle de ciné du Ner Royal et à la demande des cinéphiles, nous revelons pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Donc, c'est l'aubaine. Voilà, c'est une occasion pour ceux-là qui ne l'ont pas encore suivi de venir découvrir le film Les Mendiants de Ouaga. Ben, comment se comportent les mendiants de Ouaga? C'est ce que nous vous demandons de venir découvrir aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30, ce jusqu'au 7 du côté bien sûr du ciné Ner Royal. Et du côté du ciné Burkina, cette fois-ci, l'on vous propose une historique retracée de l'histoire de Ouezin Daniel Lazare Koulibaly, Voix d'Afrique. C'est un film documentaire de 61 minutes qui a débuté son bonhomme de chemin depuis le 1er septembre et qui le continue jusqu'au 7 septembre. Alors c'est un film documentaire qui retrace l'histoire de ce grand monsieur, ce grand panafricaniste, cet homme politique des temps colonial. Alors c'est ce film-là que nous vous demandons de venir découvrir aux séances de 18h30, 20h30 et 22h30. C'est également pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs. Comme on le dit, nous sommes tous burkinabés. Alors quoi de plus normal d'apprendre davantage sur l'histoire de son pays en venant découvrir ce film documentaire qui vous est proposé. Et ce film-là a été proposé par Bernard S. Yamego puisque c'est le réalisateur qu'il s'agit. Alors nous vous demandons de vous hâter en tout cas pour découvrir ce film. On termine par les rendez-vous de Savane Média, Honoré. Les rendez-vous de Savane Média, c'est déjà à partir de 11h, votre émission cadeau du jour. Un seul numéro à composer, c'est le 02 21 02 02 pour nous donner des éléments de réponse à la question qui vous sera posée. On espère bien avoir un gagnant ou une gagnante, c'est selon. Alors, vous pouvez participer autant de fois que possible voilà, à l'émission. Mais juste avant de nous appeler, nous allons vous demander d'être dans les conditions requises. La rétrospective du Sonré, c'est le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h30 du côté bien sûr de Savane TV, et la rétrospective du Sonré du côté de la radio, c'est le dimanche à partir de 6h. Quant à la rétrospective des pensées et proverbes partagés par le PDG himself, c'est le samedi et le dimanche à partir de 6h sur Savane TV, et ces différentes rubriques vous seront proposées par le maestro, le capitaine Rasmane Nikema, assisté de Barthélémy Cabré, qui se fera un plaisir de vous présenter ces différentes rubriques. Vous le savez, Savane Média, c'est également le rendez-vous de l'information avec votre émission 100 minutes pour comprendre. 100 minutes pour comprendre qui va recevoir demain un invité pas des moindres. Il s'agit de monsieur Aruna Savadogo dit Bokinbila, un membre bien sûr de ces personnes-là qui assurent la veille citoyenne, affectueusement appelée les Waïens. C'est avec lui qu'il sera question de déballer sur un sujet donné, avec bien sûr le directeur de l'info désormais, voilà, le directeur exécutif de Savane. Alors nous allons vous demander voilà, de rester hyper connecté devant votre petit écran et également à la radio, car Savane Média, bien sûr, c'est la puissance de la communication. Et comme on le dit souvent et affectueusement, ben, là où va la masse, c'est là que ça se passe. Merci. Alice, Honoré, et puis on Merci te souhaite bien. bon week-end. Merci, un bon week-end également à toi et à nos téléspectateurs, téléspectatrices. Merci beaucoup. Bon week-end à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Permettez-moi en une minute de dire merci à toute l'équipe derrière cette semaine. Cette semaine à la réalisation, disons 3 réalisateurs, Mariette Kokouaga, donc Joël Compaoré, et nous Foubon Congo pour ce matin. Nous vous disons merci, et puis Joël Caboré au son. Merci à Laura au niveau donc de la production. Merci à Aurélie pour le maquillage, et puis à sa stagiaire également. Et puis merci bien sûr à toute la rédaction pour l'accompagnement tout au long de la semaine. Merci à la salle de montage, salle de diffusion également. Merci, et on se retrouve Inch'Allah lundi quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Portez-vous bien et on se dit bisous.